Donc d'abord peut-être quelques mots pour présenter nos invités pour parler de transition écologique. On a une actualité très riche qu'on aura l'occasion de rappeler quand même quelques minutes puisque on est en pleine session d'annonces gouvernementales sur la transition écologique et puis on a aussi des annonces qui ont été faites hier et aujourd'hui sur la signature du pacte. D'abord donc je voulais vous présenter donc, notre première intervenante experte qui est Marie-Thérèse Leccia, qui est PUPH, donc et dermatologue de formation, vice-présidente, donc présidente de CME du CHU de Grenoble-Alpes, si je ne dis pas de bêtises, et vice-présidente de la conférence des présidents de CME de CHU. Un grand merci, Madame Leccia, d'être avec nous aujourd'hui. Et à ma gauche, Frédéric Boiron, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même, qui est le directeur général du CHRU de Lille. Voilà, et qui pilote pour la conférence des directeurs généraux de CHU la démarche de transition écologique, en particulier la task force que les CHU ont mis en place, voilà, et qui est placée sous sa responsabilité directe. Voilà, et puis donc François Roch, qui pour ceux qui ne le connaissent pas est chirurgien thoracique, lui aussi PUPH, et qui est donc le président de CME du CHU de la Martinique, voilà, et qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Et puis pour moi, c'est ça, j'ai le droit de dire un petit mot. Alors, on va le faire pour toi si tu veux bien. Ok, Non volontiers, puis on excusera juste un dernier point avant que tu me présentes, mais on excuse Hélène Aupetit, qui est la directrice générale adjointe du CHU de Reims, à qui on pense beaucoup, ainsi qu'à toute l'équipe et bien entendu à tous les professionnels du CHU et de la communauté qui ont été durement touchés par les événements dramatiques que vous connaissez. Donc on a plus qu'une pensée pour eux aujourd'hui. Voilà. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, le jeune homme qui est à ma droite, et Frédéric Rimatei, directeur général adjoint du CHU de Rennes, entre autres missions, et qui par ailleurs participe depuis le début de cette démarche aux travaux du groupe, d'abord de DGA, directeur général adjoint, puis l'ensemble des conférences qui ont proposé, qui ont pris l'initiative de réfléchir à un pacte d'engagement sur la transition écologique qui pourrait être porté par l'ensemble des CHU de France. Voilà, donc avec Hélène et quelques autres, Marie, qu'on peut citer. Elle est là, Marie, d'ailleurs. Elle est là, elle est où? Elle est par là. Angélique, qu'on peut citer, voilà, et quelques autres qui ont porté ce travail. En tout cas, un grand merci à vous. On va vous présenter, lors de cette table ronde, de façon assez spontanée, l'origine de notre démarche, qui a consisté finalement à se rendre compte que dans les CHU, on faisait déjà beaucoup de choses en matière de transition écologique. L'année dernière, on avait eu l'occasion de vous présenter, pour ceux et celles d'entre vous qui étaient là, des expériences de nos établissements et puis un regard international qui était porté en particulier par le NHS anglais. Vous savez qu'il y a beaucoup d'avance sur le plan du cadre national qui a été fixé par les Anglais pour l'atteinte de la neutralité carbone. Donc on s'était inspiré de cet exemple-là aussi l'année dernière. On avait aussi quelqu'un qui venait de Belgique aussi avec beaucoup d'initiatives intéressantes et qui nous ont conduit finalement à nous dire que quand on se comparait à l'international, on faisait déjà beaucoup de choses et qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas, nous, à se fédérer tous ensemble pour faire en sorte qu'à 32 CHU et CHR, on arrive au résultat qu'on souhaitait atteindre d'une politique coordonnée et structurée en matière de transition écologique. Alors la première étape de cette démarche, je vais me tourner rapidement vers nos intervenants, elle a consisté d'abord à faire une enquête de maturité qui émanait du fait qu'on ne trouve pas d'outils d'auto-évaluation. D'ailleurs, ça va être probablement un des sujets. Il n'y a pas vraiment d'outils d'évaluation vraiment pratico-pratiques disponibles en open source, dirons-nous. Et donc, on a un peu réinventé notre affaire avec un questionnaire qu'on a envoyé aux 32 CHU, CHR. Et donc, on a reçu en novembre dernier 30 réponses avec 4, ce qui est quand même le signe d'un engouement. Et 4 chapitres principaux de cette enquête qui fait une vingtaine de questions. Le premier, c'est est-ce que la gouvernance, la politique de l'établissement, elle est vraiment orientée sur la transition écologique? Et si oui, est-ce qu'on dispose de moyens dédiés pour le faire? Gouvernance et pilotage. Un deuxième chapitre sur la mesure et l'évaluation. Où en sommes-nous? On va parler bilan carbone, c'est une des premières questions que je vais poser à mes collègues. Les actions de transformation que nous avons mis en œuvre, et là on s'est rendu compte de la richesse de ce qui avait été fait dans nos différents établissements, et là encore ce sera une partie d'explication. Et puis quatrième point, les activités transversales, recherche, innovation,
qui étaient probablement des choses sur lesquelles on était un petit peu moins avancé que sur les actions de transformation en elles-mêmes, mais là encore avec beaucoup de richesse dans les réponses que nous avons reçues. Donc c'était la première étape, et puis ensuite on évoquera en deuxième partie de la table ronde le pacte lui-même, puisque finalement c'est le fruit de cette analyse de nos forces et faiblesses qui ont fait finalement le texte du pacte tel qu'il existe aujourd'hui, qui vient d'être signé donc par 3 ministres à ce jour. Mentionnons quand même qu'on aura la signature de Madame Retailleau, donc la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, prochainement, puisqu'ils ont acté leur engagement aussi dans le pacte. Donc première question sur notre maturité, les CHU, ils ont des faiblesses, en particulier le fait qu'ils mesurent assez peu, en tout cas aujourd'hui, leur empreinte environnementale. En particulier, il n'y a que 10 CHU sur les 32 qui ont aujourd'hui un bilan carbone dit 3 scopes, avec l'ensemble des externalités. Donc ça a été peut-être le côté un petit peu de fragilité. En revanche, il y a plein de choses qui se passent dans nos établissements, dans vos établissements, et qui se sont apparues en particulier sur les déchets, l'alimentation, les mobilités, les énergies, qui font qu'on a quand même qu'on avait des choses à dire et qu'il était important qu'elles se manifestent. Peut-être en démarrant par vous, Madame Leccia, sur ces forces et fragilités déchues dans la transition et sur l'état des lieux finalement. Alors c'est vrai que c'était très important de faire cet état des lieux parce que au niveau de chaque établissement, ça a permis de faire finalement une mise au point de où on en est et vers où on veut aller, et puis d'avoir ce panorama national pour aller jusqu'au pacte dont on a parlé. Donc moi, c'est vrai je suis dans un CHU sur un territoire un peu particulier parce qu'à Grenoble, il y a une politique, on va dire, écologique, vraiment portée au niveau de la ville et au niveau des habitants depuis longtemps. Donc au niveau du CHU, il y a déjà des actions qui ont été mises en place, et même au niveau du bilan carbone, à partir de 2010, on a commencé à se poser ces questions. Donc c'est pas pour ça qu'après on a accéléré les choses, et on en reparlera justement des freins et pourquoi il faut se fédérer. Mais donc, je pense que l'état des lieux, ça a permis à chacun de faire un point de situation. Et puis, au-delà du bilan carbone, par exemple, dans un CHU où on était quand même engagé, nous, ça nous a permis de voir qu'on menait des tas d'actions, mais finalement pas très concertées, et de mettre en place, dans ce contexte-là, un copil des gens en interne beaucoup plus efficace. Donc, je pense que, voilà, c'est le côté intéressant des choses. Oui, moi je parle président de CME du CHU de Martinique. Alors nous, on a une expérience qui est un peu particulière autour de la gestion de l'énergie et de la climatisation, puisqu'on en a peut-être un peu plus besoin que la moyenne. Donc c'est dans ce domaine qu'on a particulièrement approché cette question. Le sujet est celui, au niveau de la conférence des présidents de CME, de savoir comment on faisait, alors que la bataille de la motivation des gens est d'ores et déjà gagné. L'accompagnement de l'État est manifestement très fort. On n'a pas le background, comme tu as pu le dire, de ce qu'ont fait les Anglais, par exemple, qui ont verrouillé un système national avec une dizaine d'années d'avance. Donc la question, c'est comment on fait pour gagner du temps. Et c'est vrai que le CHU, c'est vraiment le groupe des CHU, c'est une unité d'œuvre qui associe tout, qui associe la recherche, l'enseignement, le soin, la maîtrise territoriale et la capacité aussi d'abord d'être peut-être leader pour pousser au niveau des autres hôpitaux les expériences et en tout cas une force d'action qui est importante et qui permet de réfléchir à chacun des thèmes qu'on peut imaginer, chacun dans son hôpital, sur comment est-ce qu'on fait un bloc, un green block. Et donc là, on regarde dans les CHU ceux qui sont en pointe. Et donc, c'est pas la peine de réinventer les choses. Donc, il faut qu'on partage au niveau des CHU les expériences gagnantes de chacun des CHU. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être capable d'aborder sujet par sujet et peut-être catégorie professionnelle par catégorie professionnelle, comment on fait pour regagner le terrain qu'on n'a pas, malheureusement le terrain qu'on a en retard par rapport à la Grande-Bretagne par exemple. Je pense que le CHU c'est vraiment la manière d'y arriver, enfin c'en est une en tout cas. Oui, mais merci. Je rejoins tout à fait ce que vous dites. Alors, il faut être honnête, nous faisons partie ensemble de cette task force aussi mise en place à l'issue de tous ces travaux.
On a peut-être un intérêt aussi particulier, même s'il a été éveillé par cette démarche. Et là, justement, je voulais dire peut-être à 2 titres que je me joins à vos propos. D'abord parce que le bilan qui a été fait, l'enquête auprès des CHU, elle permet d'une part de se rendre compte que beaucoup de CHU font déjà de nombreux projets, conduisent de nombreuses actions dans le domaine de la maîtrise qu'on pourrait qualifier d'environnementale, parfois sans le savoir ou sans que ce soit le premier moteur, mais parfois avec une politique organisée, comme à Grenoble, comme dans les Antilles aussi pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, comme vous le disiez, comme à Rennes, parce que Véronique est devant moi, forcément, mais c'est vrai aussi, il y a des politiques organisées, comme à Lille, pardonnez-moi, depuis 2008, un programme annuel de développement de la maîtrise environnementale et énergétique avec des équipes. Mais le fait de faire le questionnaire, ça nous a permis de voir ça, de l'acter, de le montrer aussi à nous-mêmes, les CHU, les responsables, dans les gouvernances. On a 1000 choses et ce sujet finalement devient visible, alors que c'est un sujet de société majeur, très actuel, et de se rendre compte qu'on avait intérêt, ça c'est la deuxième chose, et vous venez de le dire, à mettre ces expériences en commun. Ça nous fait gagner du temps. On a travaillé, comme disait Marie-Thérèse, à Grenoble sur les effluents. On travaille à Lille sur les effluents. Je suis persuadé qu'on travaille à Rennes et chez vous sur les effluents, sans doute. Peut-être que la mesure des quantités de médicaments qu'on retrouve dans les effluents liquides issus des CHU, c'est quelque chose sur quoi on peut travailler de façon coordonnée, concertée, peut-être avoir d'ailleurs un des CHU qui s'y intéresse particulièrement, qui peut animer la démarche. Donc le questionnaire, il a cette grande vertu-là, montrer ce qui est fait, et non pas dire aujourd'hui à tout l'environnement politique vous nous parlez de choses que nous faisons déjà. Non, c'est réaliser que nous faisons beaucoup et que tout ça peut s'organiser dans une politique active. Et la deuxième chose, pardonne-moi Frédéric, on s'appelle Frédéric tous les deux, ça commence à être un gag. Mais la deuxième chose, c'est le message aussi de reconnaissance. Parce qu'en fait, la thématique de l'environnement, elle a parfois été lourde à porter. On disait tout à l'heure à Stanislas Guérini, dans les hôpitaux, on nous a poussé à développer l'usage unique. Et alors à une époque, quand on disait « mais les fourchettes en plastique, vous ne trouvez pas que c'est un peu débile ?» Mais quand on disait ça, on passait pour des vieux schnocks à un moment donné. Enfin, tout le monde, je prends cet exemple volontairement. On disait aussi les bouteilles d'eau, tiens, en plastique individuel, grand sujet. C'est du plastique, c'est du volume, c'est du transport, c'est un gâchis terrible. Mais quand on disait ça il y a quelques années, pour dire il faudrait des carafes et des fontaines, on vous disait mais vous délirez, l'hygiène, etc. Enfin, tous les sujets. Donc on a des gens dans nos équipes qui travaillent sur la thématique développement durable, que ce soit des médecins sur les sujets de la vie bonne, la longue vie meilleure, que ce soit des ingénieurs, des personnels techniques, administratifs, qui travaillent là-dessus depuis des années, qui font des choses fantastiques, il faut le reconnaître. Eh bien, le questionnaire permet ça, encore plus quand il débouche sur un pacte que nous portons ensemble au nom de l'ensemble des 32 CHU. Voilà. Ouais, je crois que c'était un point important que vous soulignez qui consiste quand même à se dire d'où on part avant de savoir où on veut aller. Et je pense que c'était ça la grande vertu de cette enquête qui a aussi montré quand même, je vais prendre un exemple René, mais quand on se penche sur ce type d'enquête, on regarde que dans les consommations d'énergie, vous évoquez les énergies, on fait 50% de consommation de gaz en moins qu'il y a 10 ans, on fait 20% de consommation d'eau de moins qu'il y a 10 ans, on observe 5% de la consommation électrique, tout ça à périmètre constant. Et donc on voit bien qu'on est dans des sujets sur lesquels, sur les consommations en tout cas, on a vraiment des sujets. Et ce qui nous pénalise beaucoup, bien entendu, c'est plutôt les effets prix qui aujourd'hui, nous rattrapent. Et heureusement qu'on a pris ces mesures-là entre-temps pour éviter de prendre tous un grand bouillon. Sur l'enquête elle-même, ce que je voudrais souligner aussi, et peut-être vous faire réagir aussi sur ces points-là, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des domaines qui étaient effectivement, comme tu le dis, on a fait de l'environnement, et comme vous le dites, on a fait de l'environnement un peu sans savoir aussi à une époque où c'était beaucoup moins parcouru dans les médias et puis beaucoup moins porté sur le plan politique, et où les établissements aussi traversaient leurs propres difficultés, alors qu'aujourd'hui on a changé d'air. Il y a eu aussi quand même des domaines sur lesquels on est un peu moins à l'aise.
quand même, et il faut le dire aussi, et en particulier parce qu'il y a des domaines qui sont plus compliqués probablement à aborder. On en parlait avant cette table ronde. On a toute la problématique sur les achats durables, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on n'a pas attaqué toutes les gammes de la même façon. Et on parlait en particulier de ce qui aujourd'hui, dont tout le monde sait que c'est ce qui coûte le plus cher en carbone, mais qu'à l'époque on ne savait pas, c'était les achats de produits de santé. Parce que intuitivement, quand on interroge nos professionnels nous disent mais c'est ce que je jette tous les jours qui coûte cher en carbone. C'est les actions du quotidien, etc. Et quand on fait nos bilans carbone et quand on fait passer les enquêtes, on s'aperçoit d'un autre sujet, c'est qu'en réalité, ce qui pèse très lourd, c'est beaucoup les achats de produits de santé. Là, je voulais vous interroger là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui ensuite en emmènera d'autres. C'est que les achats de santé, en particulier sur le médicament, mais aussi sur les dispositifs médicaux, il y a des annonces là qui sont portées par les autorités nationales qui font du bien, en particulier celle de dire d'expérimenter le reprocessing de l'usage unique. Il y a des annonces sur la mise par la CNAM en particulier qui dit qu'elle va se mettre autour de la table avec l'industrie pharmaceutique pour justement diminuer des questions de packaging, des questions de réglementation et puis aussi des questions de production. Et qu'est-ce que ça vous inspire sur cette attention particulière aux produits de santé qui sont quand même des choses qu'on a sans doute moins parcourues? Alors c'est un sujet majeur parce qu'effectivement c'est un des plus gros éléments, c'est ce qui pèse le plus dans le côté impact environnemental, dans l'utilisation et dans par exemple la pollution des eaux qui est un sujet aujourd'hui très très sensible, donc c'est important. Donc il y a effectivement tout l'usage unique et revoir, là c'est pareil, à un moment donné, les stérilisations, et que ce soit dans les cabinets ou dans les établissements, c'était devenu obsolète, alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'on revoit cette question-là à l'échelle d'un établissement, mais ça peut être aussi une politique à l'échelle d'un territoire pour entraîner plus vite d'autres acteurs du territoire à passer le cap justement de l'usage unique sur certains éléments. Ça va sur la question du médicament. Je pense qu'il faut absolument embarquer avec nous des industriels, et en particulier on a quand même la chance en France d'avoir des industriels importants sur ces questions-là et qui ont d'ailleurs commencé à travailler en amont sur la question du médicament. Donc il y a non seulement l'histoire du packaging, il y a la façon dont on gère la délivrance, dont après on récupère au niveau des pharmacies, et notamment des pharmacies d'officine, et pas que nos établissements, les médicaments non utilisés. Il y a bien sûr, je le disais, l'impact des médicaments dans les eaux, et maintenant on sait voir, et on a quand même aussi à disposition la possibilité de substituer en fonction de l'impact médicamenteux, c'est tout à partir des travaux des Suédois qui ont été faits notamment en Suède, de revoir la pertinence de nos prescriptions, et ça va avec, à la fois sur le plan qualitatif, donc le type de médicament, mais sur le plan aussi, et moi ça c'est un sujet en tant que médecin et en tant qu'hospitalo-universitaire qui m'est cher par rapport à la façon dont on porte l'enseignement à nos jeunes, médecins, infirmiers, etc. C'est sur la pertinence de nos prescriptions, le type de médicament, la pertinence, est-ce qu'on a besoin de ce médicament, et d'être très vigilant là-dessus. Donc ça porte des sujets en même temps de sens, parce que nos jeunes sont en attente de ça. C'est le sujet de la transition écologique, et ce dont on parle là, c'est vraiment un sujet qui fédère, on l'a dit, l'ensemble des professionnels d'un établissement, et qui parle aux jeunes professionnels, parce que oui, on ne peut pas parler de santé humaine aujourd'hui sans intégrer cette question de l'impact environnemental. Donc moi, ça m'évoque beaucoup ça, la question du médicament, du dispositif, des dispositifs médicaux, et de la pertinence et de la décroissance, parce que on commence à voir aussi dans les appels d'offres, pour ceux qui font de la cancéro, l'INCa fait des appels d'offres sur la décroissance en cancérologie, de prescription. Il y a différents pans, mais il y a un pan qui est en lien avec ça aussi. Donc voilà, je pense qu'on a des enjeux majeurs autour de ça. Alors, est-ce qu'un chirurgien a le même avis qu'un médecin clinicien? Alors, attention, le chirurgien est très consommateur de produits à usage unique. Oui, le chirurgien, pour exercer son art, s'imagine qu'il ne peut pas faire sans le dernier instrument à usage unique qui est à sa disposition. Et en retournant dans un grand retour vers le passé, il se rend compte que
il a eu une autre façon de travailler. Il a travaillé avec, surtout ceux qui ont un peu les cheveux blancs comme moi, il a travaillé avec des instruments qu'on restérilisait. On était capable de faire les choses différemment. Hein, et là, ça veut dire qu'au moment où on a des ruptures de stock, où de l'usage unique nous vient de Taïwan en passant par l'Amérique du Sud pour arriver finalement dans notre assiette opératoire, cet instrument unique qui coûte cher et qui consomme une quantité de carbone considérable, est-ce qu'on ne peut pas le réinventer en France en utilisant une ingénierie verte qu'on a le devoir, et notamment au niveau du CHU, si l'ensemble des CHU travaillent ensemble, on représente une force de frappe et possiblement une force d'inventivité, on a le devoir tous ensemble de reconstruire une ingénierie du réutilisable en France. Je pense que c'est un enjeu important aussi pour les chirurgiens. Frédéric, est-ce que tu peux compléter ces propos-là et puis éventuellement parler toi aussi de ton écosystème sur lequel, dans la crise Covid, il y a aussi des sujets de co-création d'équipements et ce sera peut-être l'occasion aussi d'en dire un petit mot parce que c'est faisable et ça, c'est les CHU qui seuls peuvent le faire avec leur écosystème. Bien sûr, Frédéric. Oui, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants et mobilisateurs pour nous parce que, vous voyez, on va pas pouvoir le faire seul. Moi, je trouve l'exemple du médicament et l'exemple du dispositif à usage unique extrêmement intéressant parce qu'il nous implique. Il faut qu'on puisse faire des démonstrations de capacité d'usage, de qualité d'usage et qualité de résultat, si on fait de la décroissance médicamenteuse, si on réutilise de l'usage multiple. Mais il faut aussi que les pouvoirs publics, et ils sont présents d'ailleurs, je vois Guillaume qui co-dirige le cabinet du ministre, même s'il est en grande conversation, très intéressé par ces démarches lui aussi, il connaît très bien la thématique, il m'entend pas donc il se retourne pas pour l'instant, mais tous ceux avec qui il parle savent qu'on est en train de parler de lui. Et les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup à ce sujet, n'est-ce pas? Et les pouvoirs publics savent qu'ils ont un rôle aussi, puisque dans les processus que l'on décrit, il y a la question des achats. La question des achats, c'est partiellement à la main des autorités françaises, puisque les règles d'achat sont européennes, donc ils ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent aussi soutenir ces démarches dans lesquelles, par exemple, on viendrait mesurer le coût social et environnemental d'un matériel fabriqué en Indonésie, en Asie, transporté, passé par l'Amérique du Sud, etc., et ramené en Europe. Et ce coût, on l'inclurait dans l'appréciation du coût global du produit au moment du choix. Puisqu'aujourd'hui, on est quand même extrêmement gêné par les règles d'achat public qui sont, encore une fois, de dimension européenne. Donc si on pouvait inclure ces éléments dans l'appréciation du coût complet, global, social finalement, d'un matériel, on aurait des critères de jugement, mais il faut que, bien entendu, ce soit possible sur le plan juridique. C'est donc compliqué. Et puis tu me disais, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, nous, à notre échelle? C'est vrai que la crise Covid a ouvert des perspectives. On s'est mis à faire des choses interdites qu'on n'avait pas le droit de faire. Et on les a assumées, on a soutenu nos équipes dans les CHU qui, par exemple, alors je vais parler de Lille évidemment, mais c'est pas pour faire un plaidoyer pro domo, c'est par reconnaissance aussi. On a des équipes qui nous ont proposé de refabriquer des curares. Alors c'était interdit, ça va maintenant être possible, mais dans certains CHU seulement, après tout ça, mais c'était interdit. Bon, on l'a fait quand même. Circuit court, protection des patients, garantie de continuité. Voilà, il faut se dire que ces exemples, je prends celui-là, il y avait les masques, beaucoup l'ont fait, on a refabriqué localement un certain nombre de choses et on sait que c'est plus cher. Mais on sait aussi ce que ça amène comme avantage en termes environnementaux, en termes sociaux, en termes politiques et économiques. Donc en fait, c'est des moments, des occasions qui montrent la motivation et la mobilisation de nos équipes pour des raisons médicales, mais pour des raisons parfois aussi économiques et souvent pour des raisons sociales et environnementales qui motivent en fait les équipes hospitalo-universitaires. Merci beaucoup.
On a évoqué donc les actions de transformation. Si on peut passer après derrière le diaporama, on a prévu de vous montrer simplement quelques exemples des engagements qui ont été pris dans le pacte pour faire le lien effectivement avec ces actions de transformation et des choses très concrètes. On a parlé de ces actions de transformation. On a un point parlé de les deux autres dimensions très importantes des CHU qui sont l'enseignement et la formation. Ça, je voulais vous entendre là-dessus puisque dans le cadre de notre pacte d'engagement vis-à-vis des pouvoirs publics, on s'est bien entendu coordonné avec les différents ministères qui ont signé donc ce pacte ces jours-ci. Et l'un des objectifs était de formation de nos cadres. Et on l'a dit, je pense que c'est un point important, on va se rejoindre sur le fait de former jusqu'à 6000 cadres de la fonction publique hospitalière dans nos établissements. Alors, ce n'est pas les CHU qui feront tout, mais ça nous permet quand même d'évoquer le sujet de la formation et de l'enseignement, qui est quand même une dimension majeure. Et donc, sur la transition écologique, je voulais savoir finalement quel regard vous portez sur l'enseignement et la formation, et finalement, c'est quoi les bonnes recettes pour arriver à former tout le monde. On a dit, le ministre Guérini le disait, on n'est plus dans la formation sensibilisation. Il faut trouver maintenant les formations actions avec le bon modèle et je crois que les CHU sont prêts à contribuer à ces maquettes de formation et puis à les déployer sur le terrain. Et la deuxième question que je voulais vous poser, peut-être que là aussi c'est lié à l'enquête et puis du coup lié au pacte, sur ce qu'il faut faire en recherche-innovation pour pas nettement, entre guillemets, être sur l'action de transformation mais aussi être sur demain. Et je pense que les CHU, dans leurs compétences et leurs expertises en recherche, peuvent être des contributeurs précieux sur la transition écologique dans les établissements de santé et pas simplement, si j'ose dire, ce qui est déjà énorme, sur l'ensemble des aspects cliniques. Donc sur l'enseignement et la formation, Madame Etcha, est-ce que vous avez une vision de ce que pourrait être la contribution des CHU sur ces questions-là, au-delà de la formation des cadres vers lequel on va s'engager ? Alors sur l'enseignement-formation des étudiants, on n'a pas de doyens ici, mais les doyens et au travers de la conférence des doyens sont très impliqués. Il y a des programmes de formation justement et d'information, mais en fait nos jeunes sont très bien informés déjà, mais de formation sur des connaissances transversales par rapport à les différents piliers, on va dire, de transition écologique de nos établissements, de nos établissements et de l'exercice en médecine libérale, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut être pilote et justement démonstrateur, mais après l'un va avec l'autre, c'est vraiment une question, le CHU doit travailler avec son territoire, avec les différents acteurs du médico-social et du sanitaire sur ces questions-là. Donc il y a des plans de formation pour les étudiants qui sont mis en place, et notamment au travers de la conférence des doyens, et puis avec des actions locales, parce que là aussi, finalement, certains ont avancé un peu plus vite ou différemment, donc ça va permettre de fédérer ces plans de formation. Moi, je dirais qu'il y a un élément très important aussi, c'est que finalement, c'est cette conscience de la transition écologique, ça va de pair avec la prévention des risques psychosociaux et du respect de l'autre. Parce que c'est quand même un ensemble, donc souvent ces plans de formation, ça s'intègre aussi dans cette question, lutte contre. On peut pas, on respecte encore une fois l'environnement si on respecte aussi bien évidemment les relations interindividuelles, etc. Voilà son prochain. Donc ça va avec cette question-là. Et c'est pour ça que là aussi, c'est un enjeu pour changer en fait et pour répondre aux attentes des jeunes, mais pour changer l'état d'esprit. Dans une société, malheureusement, on en a la démonstration de ce qui s'est passé à Reims, qui est devenue très violente. Donc ça permet en même temps de porter ces questions-là. Sur le côté recherche, ça va de pair avec l'évolution de la recherche sur la question de la santé populationnelle. Santé environnementale, santé populationnelle, et sur ces enjeux-là aussi, et sur la question de la prévention, bien sûr, et avec des axes qui doivent être portés avec les acteurs du territoire, encore une fois, et sur la question de la prévention et toute cette dimension-là, avec l'éducation nationale. Je pense qu'il va falloir à un moment donné aussi faire des ponts qui peuvent se faire sur le plan éducation. Voilà, c'est ce que ça m'inspire sur ces deux aspects. Professeur Roch. Oui, l'un des sujets, c'est le soin sobre, finalement. Parce qu'il y a la centrale d'achat pour essayer d'acheter un produit qui soit le plus éco-responsable possible. Mais la vraie réalité, c'est si on n'avait pas besoin d'acheter parce qu'on soignait sans avoir besoin d'un produit qui est inutile. Et là-dessus, il y a tout un champ de travail auquel les professionnels doivent être associés, les médecins, ça dépasse le cadre du CHU, mais les sociétés savantes, les collèges d'enseignants autour de qu'est-ce qui est éthique. On se rend compte qu'on travaille beaucoup sur l'éthique
du vivant, la décision autour de l'arrêt des soins, mais on va nécessairement évoluer vers l'éthique de la conception, de la prise en charge des malades d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on demandera aux sociétés savantes de s'exprimer sur le devenir naturel d'un patient qui va utiliser 2 médicaments par rapport à celui qui va en utiliser 4, plus une assistance circulatoire, plus qu'est-ce que je sais. Donc il y a un moment, on va rentrer dans une dimension autour du soin qui est celui du soin le plus parcimonieux. C'est celui-là qui en effet sera le meilleur. Et dans cette dimension-là, évidemment, ne pas soigner le malade, c'est passer son temps à s'occuper de la prévention. Il faut faire du vélo. Peut-être qu'il faut faire du vélo. Le coronarien, il faut peut-être l'opérer avec un écarteur qui stabilise le cœur sans utiliser de machine de CEC, de faire un seul pontage et de faire du vélo à son malade. C'est peut-être ça qui va être l'avenir de la prise en charge, et ça justifie, et on n'aura rien utilisé, mais ça justifie de reconcevoir l'ingénierie de la sobriété de nos soins. Ouais, ça va être important d'ailleurs de faire le lien avec justement l'enseignement aussi de la pratique médicale, parce que ça veut dire qu'il faut d'abord former nos formateurs, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, il va falloir qu'on se mette tous à la même aune, et sur des sujets nouveaux, en tout cas qui reviennent sur le devant de la scène. Frédéric. Merci. Oui, le sujet des allers-retours dans l'histoire est intéressant sur cette démarche, c'est vrai, puisque une des choses auxquelles il faut essayer de se former, c'est la mesure. Je l'entends beaucoup dans ce que vous dites, sur la question aussi de le soin économe, au bon sens du terme, hein, on s'entend. C'est un peu aussi la question de la maîtrise de l'environnement dans un bloc opératoire, l'usage des gaz, des produits, des anesthésiens, l'usage des matériels. C'est le soin économe au bon sens du terme. Mais c'est un peu un des pics de la sinusoïde, puisqu'à une époque, on a été beaucoup dans le tout est possible, tout développement, tout technologique. Et moi, je ne suis pas du tout anti-technologie, hein. Je ne suis pas dans cette vision où il faudrait faire du retour en arrière, mais on interroge quand même cette trajectoire-là dans la préoccupation environnementale, en se disant, est-ce qu'il ne faut pas mesurer mieux les quantités? Eh bien, finalement, ce bon sens-là, qu'il faut bien sûr documenter, argumenter de façon médico-scientifique, c'est aussi la démarche, mais ce bon sens-là rejoint celui qu'on rencontre dans la société, où on s'est tous rendu compte qu'on gaspillait, on gâchait. Hein, l'époque de mes grands-parents, ma grand-mère n'aurait jamais jeté une boîte de conserve en métal. Mais jamais elle aurait pu imaginer faire ça. Aujourd'hui, prenez les poubelles du salon, là. Regardez si on fait du tri. Hein, on en fait, il paraît. On sait très bien qu'on n'en fait pas. Mais on a cette préoccupation de ne pas gâcher. Chacun de nous. Eh bien, finalement, la formation des professionnels de santé, elle rejoint aussi cette préoccupation-là. Et notre démarche consiste à essayer d'y répondre. C'est une attente. On est dans la proposition, mais on est aussi dans la réponse à une attente des professionnels. Oui, sur la partie aussi, ce qu'on a constaté nous dans l'enquête, mais pour faire le point, après je vous demanderai de dire un petit mot, comme ça vous vous préparez sur les quelques points du pacte qui vous paraissent devoir être mis en avant, si vous avez 2-3 minutes pour y réfléchir, voilà, mais ce qu'on pourrait mettre en avant dans les engagements qu'on prend dans le cadre du pacte, puisque ça rejoint bien entendu les annonces, la plupart des sujets dont vous parlez reprennent quelques annonces quand même qui ont été relayées donc par la ministre Madame Firmin-Lebaudot en début de semaine. Sur la recherche, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que sur la recherche et innovation, les CHU dans leur écosystème, et c'est là où ce serait intéressant aussi de vous entendre, peuvent aussi promouvoir cette recherche, cette innovation au cœur même de leur écosystème, pas uniquement sur les sujets de santé-environnement, parce que les sujets de santé-environnement sont déjà quand même parcourus dans nos établissements. Stanislas Gueroli évoquait le One Health, et là c'est des sujets sur lesquels on a déjà des instituts qui fonctionnent et on a déjà des équipes de recherche. En revanche, dans la transformation des établissements de santé en matière de transformation écologique, là il reste un pas à parcourir qu'on n'a pas encore parcouru. Donc au-delà des engagements qui sont pris, et avant de vous faire dire les 2-3 peut-être ce que vous retenez vous des quelques engagements que j'espère, ils passent pas vraiment derrière nous, mais normalement on était censé vous les montrer un petit peu au fur et à mesure. Pour l'instant ça s'était un peu scotché sur la stade de titre, et comme ça vous donnera peut-être une visibilité sur les engagements qui ont commencé à être pris par nos établissements. Mais sur justement ces sujets d'écosystème, là où je voulais vous entendre, c'est que les CHU tout seuls n'y arriveront pas. Ah, c'est moi qui passe la main.
Ah d'accord, bah c'est toi qui amène. Les CHU tout seuls n'y arriveront pas. Et donc, on en discutait avec la ministre Firmin Lebaudot qui nous disait « J'ai fait des annonces, on a, je ne sais pas si vous connaissez maintenant ce document, je vous encourage à y aller, je lui ai promis que je faisais un peu de publicité. Aujourd'hui, non pas parce que c'est de la publicité d'abord gratuite, mais en plus parce qu'on y croit. Et donc, c'est ce document qui figure dorénavant sur le site du ministère donc, de la Santé et de la Prévention et qui s'appelle dorénavant notre planification écologique du système de santé. On a suffisamment tous exprimé la plainte de ne pas avoir de cadre national et de ne pas avoir de feuille de route pour que quand on en a une, on s'en plaigne. Et à l'occasion de ces discussions, on a dit finalement, on a notre cadre et notre feuille de route. On sait bien que nos objectifs sont très ambitieux. On a besoin de tout notre écosystème. Finalement, comment on va travailler ensemble? Donc, première question qui vous est posée, c'est comment on travaille ensemble, médecins, gestionnaires, logisticiens, etc., au sein de nos établissements. C'est quoi votre vision finalement du travail en commun qui nous reste à mener dans les CHU? Et deuxième question éventuelle, c'est comment on travaille avec notre écosystème, en particulier avec les industriels. Puisque sur nos bilans carbone d'établissements hospitaliers, 20% c'est ce qu'on dégage sur nos sites propres. Ça, c'est ce qu'on a déjà attaqué considérablement. Mais 80% c'est ce qui se passe avant nous. Donc je voulais savoir si vous aviez, vous, une vision de comment finalement on peut nous-mêmes être à l'initiative, dans le cadre de la feuille de route, de nouvelles relations autour des objectifs concrets de transformation écologique portés par les industriels. Au regard de ce que vous dites tous, c'est peut-être pas décroissance, en tout cas pas systématique, mais en tout cas changement de modèle dans la pratique. Allez-y. Non, moi je pense que là on a vu qu'il y a des sujets qui sont les achats. Il y a un certain nombre de domaines où à l'intérieur de l'hôpital, plutôt dire comment on va travailler ensemble, qui est le plus approprié pour mener l'action. Je pense que ces sujets comme les achats, c'est à vous Frédéric qu'il faut poser la question. Parce que vous avez bossé comme un malade là-dessus, donc oui. Je vous pose la question à vous. Mais si vous me retournez la question, je vais vous dire une chose, c'est que l'acheteur hospitalier n'achète pas tout seul. Et qu'aujourd'hui, l'acte d'achat hospitalier, d'ailleurs je crois qu'on peut rebondir sur les annonces d'Uniachat, puisque c'était une des questions qu'on avait abordées avant, il y a eu des annonces aussi sur la transformation d'un modèle. On ne peut pas être uniquement sur le moins 10 ans et le mieux 10 ans en matière d'achat. Ça, ce modèle-là est fini, je crois qu'on est tous prêts à le dire. Donc il faut accepter d'avoir, on va dire, un niveau de prix qui corresponde à ce qu'on cherche. Et là, je vais vous dire une chose, c'est que l'acheteur hospitalier, il a besoin du pharmacien, il a besoin du praticien qui va être son référent et il a besoin de se mettre autour de la table avec d'autres référents justement qui en fait sont celui qui vont assurer la prescription. Et ça va être fondamental. Et j'aurais tendance à dire qu'aussi, il faut aussi que l'acheteur soit aussi partie prenante avec les industriels pour que les industriels fassent leur partie du boulot. Moi, je porte ce message-là effectivement de façon assez militante parce que si les 80% de l'empreinte carbone de nos établissements ne sont pas réduites en amont, et c'est à nous de l'exiger en tant que client final et prescripteur vis-à-vis de nos partenaires, mais néanmoins ennemis industriels. Sur ce point, nous savons que nous avons une possibilité d'agir qui est un peu la même, j'aime bien ces images, que celle de la population générale. Dans les supermarchés aujourd'hui, on trouve des produits dont l'emballage a changé et dont les indications de capacité de tri ont changé parce que les consommateurs ont eux-mêmes eu un impact sur les producteurs, soit d'emballage, soit les producteurs initiaux, par leur demande, justement, dans ce sens d'un produit qui soit plus éco-responsable. Nous avons un gros impact en termes d'achat, soit par les centrales nationales, soit pour nos propres établissements, et donc quand même un poids relatif vis-à-vis des fournisseurs, même dans le discours. Et on peut demander aux industriels, ils y sont souvent sensibles aujourd'hui, on peut demander aux industriels de prendre eux aussi des engagements de réduction, que parfois ils ont déjà pris d'ailleurs, mais auxquels on peut leur demander d'ajouter ou de contribuer avec nous, ou sur des éléments sur lesquels on apporterait des capacités de mesure. Et reste à pouvoir introduire ça dans les critères de sélection des achats. Mais il y a des domaines dans lesquels c'est aussi l'approche médico-scientifique qui permet ça. On l'a souvent cité, mais je le redis quand même, dans le cadre des travaux de type 1000 jours, le FHU 1000 jours, les équipes 1000 jours, on étudie, il faut s'arrêter, l'impact de certains produits dans les tubulures utilisées en réanimation pédiatrique, c'est du développement durable à long terme, et on donne des arguments à des industriels pour qu'ils modifient la composition de ces tubulures. Donc on a les capacités, soit par le volume, soit par l'efficacité médico-scientifique. Alors on va conclure malheureusement en laissant bien entendu tous ces sujets ouverts. Simplement pour vous dire que donc on a des annonces gouvernementales majeures cette semaine, je crois qu'il faut qu'on le rappelle. On a maintenant une feuille de route, voilà, donc ça c'est fait.
et on est heureux que ce soit fait. Il y a des annonces importantes, on n'a pas eu le temps de tout évoquer, mais en particulier ce que tu évoquais, l'éco-score fait partie des sujets qui ont été évoqués par Madame la Ministre, et donc on va y arriver à cet éco-scoring des produits de santé, on en est convaincu. Il y a eu d'autres annonces aussi sur les questions de bonus énergétiques, etc. On aura l'occasion de vous en reparler. Dans le cadre de ces annonces gouvernementales et en amont de ces annonces gouvernementales, les CHU se sont structurés au niveau des 3 conférences pour proposer donc un pacte d'engagement dans lequel figurent à la fois nos engagements en tant qu'établissement de santé, mais aussi des engagements de l'État pour accompagner notre transformation écologique en laquelle, vous l'avez compris, nous croyons beaucoup. Donc à charge maintenant pour tout le monde d'être en mouvement et on vous remercie 1000 fois pour votre attention. À bientôt. On laisse la parole à des exemples très concrets. Un exemple très concret, c'est votre témoignage, docteur. Merci beaucoup d'avoir pu vous libérer. Docteur Delaporte, je vous laisse vous présenter rapidement. C'est un témoignage qui est très important pour la conférence parce qu'il a beaucoup de sens. C'est la mise en place d'un green block. Le terme est contesté, mais au moins il parle à peu près à tout le monde au sein de l'hôpital Trousseau à la PHP. Donc je vous laisse vous présenter peut-être et nous faire un retour de votre témoignage. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis donc le docteur Sonia Delaporte-Cerceau. Je suis médecin anesthésiste réanimateur. Et donc, je suis aussi présidente de la commission développement durable de la CME à la PHP, puisque depuis notre dernière mandature, il y a une commission développement durable à la PHP. Et je suis responsable de l'unité de médecine ambulatoire, enfin de chirurgie ambulatoire à l'hôpital Trousseau. Donc vous avez entendu, il y a une vraie demande au niveau, une vraie volonté de pouvoir développer des actions au sein des hôpitaux. Et on l'a vu, il y a des forts impacts et des actions fortes à mener au sein de choses que sont les bâtiments, l'alimentation ou la mobilité. Mais moi, mon sujet au sein de la commission développement durable, c'était finalement aussi de faire que les soignants s'emparent de ces sujets et que finalement la rénovation énergétique de votre bâtiment, quand vous êtes médecin ou quand vous êtes infirmière ou aide-soignante, ce ne sont pas des choses dont vous avez l'impression que vous êtes un levier. Donc l'idée, c'était d'essayer de faire que les soignants puissent se saisir de ces sujets de développement durable. Donc il y a beaucoup de choses qui se font un peu partout. Et on est parti de l'idée de se dire que nous allions nous réunir au sein du bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est un endroit c'est fermé, c'est un endroit clos. Donc les gens sont très les uns sur les autres, si on peut dire. Donc la discussion, elle est peut-être un peu plus facile. Et donc nous avons réuni au sein du bloc toutes les professions et au sein de l'unité d'ambulatoire, englober aussi l'unité d'hospitalisation, l'accueil. Donc il y avait des chirurgiens, des infirmières de bloc, des infirmières anesthésistes, des médecins anesthésistes. Toutes les professions étaient concernées. Moi, auparavant, j'avais fait un espèce de recensement de ce qui se passait un petit peu dans les blocs de l'assistance publique. Dans les 39 hôpitaux de l'assistance publique, il y a beaucoup de choses qui se font. On a essayé de faire un recensement un petit peu de toutes ces actions durables. Et nous avons réfléchi les uns avec les autres sur toutes les actions que nous pouvions mener au sein du bloc opératoire. Ça partait de comment on s'occupe, comment on gère un plateau de badigeon, de comment on fait un soin, qu'est-ce qu'on utilise pour faire un soin. Et l'importance de ces sujets, c'était d'englober tout le personnel soignant, puisque tout le monde a des idées. Et de développer chez chacun, finalement, un questionnement de qu'est-ce que je fais et est-ce que je peux faire autrement. Dans un bloc opératoire, une intervention même basique, ça représente plus de déchets qu'une famille de 4 personnes pour une semaine. Tout est en double emballage pour ceux qui ne travaillent pas dans les blocs. Tout est consommable en usage unique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, il y a un gâchis et un nombre, une quantité de déchets générés qui sont extrêmement importants. Donc, nous avons développé et nous avons créé cette espèce de Green Team avec, sur chacun des sujets, des propositions qui venaient du personnel, qui étaient, par exemple, au sein des IBOD, qui sont les infirmières de bloc opératoire. Nous avons supprimé nos plateaux de badigeon au sein de notre bloc opératoire. Et nous avons acheté, par exemple, des cupules inox que nous intégrons dans nos plateaux. Et donc, au moment du badigeon, en fait, le plateau, la cupule inox est utilisée
directement dans les boîtes de stérilisation et intégré dans les boîtes de stérilisation. Nous trions tous les métaux. Donc on a développé des filières de récupération de cuivre au niveau des fils de bistouri, de l'inox, tous les vieux, tout le matériel chirurgical usagé, toutes les pinces à usage unique, tout est recyclé. Nous avons fait une grosse réflexion sur les dasseries. Vous savez que quand on regarde ce que génèrent dans les services les dasseries, vous ouvrez vos sacs de dasserie et vous vous rendez compte que les 2/3 de ce que vous avez mis dedans n'ont pas à y figurer. Un dasserie, ça coûte extrêmement cher à incinérer. Donc, on a refait toutes les poubelles, réfléchi sur qu'est-ce qu'on met dans nos dasseries et nous avons supprimé nos sacs dasserie au sein des blocs opératoires. Et nous avons maintenant 2 types de sacs. Les sacs noirs qu'on appelle les DAOM, ceux que vous avez dans qui sont les déchets tout venant, et le sac papier, puisque chaque fois que nous ouvrons un emballage, nous séparons le papier du plastique. Nous avons aussi développé une filière plastique, filière non valorisée, mais que nous donnons à ce qu'on appelle une association type les Bouchons de l'Espoir. Donc, il y a eu une réflexion sur les gaz anesthésiques, essayer de réfléchir sur qu'est-ce que ventiler en bas débit de gaz frais, qu'est-ce qu'on utilise comme type de gaz. Donc, moi, je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que il y a beaucoup de flux descendants sur les développements durables. Il y a des gouvernances qui sont très motivées, il y a des doyens, il y a des directeurs de CME qui font ruisseler des réflexions sur effectivement les bâtiments, les effluents. Mais il est important que le personnel se sente impliqué dans ces démarches. Le personnel médical et paramédical, ce sont des gens, vous le savez bien, qui sont ballottés et qui sont en grande souffrance ces dernières années et qui ont besoin de retrouver des choses qui ont du sens. Et le développement durable, le prendre soin finalement de notre environnement, le prendre soin, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Donc cette dynamique, elle a pu entraîner toute l'équipe et il y a eu une espèce de cohérence sur une réflexion, sur une envie, sur régulièrement les gens arrivent en disant écoute, tu sais, j'ai vu ça par exemple sur la petite chirurgie ambulatoire. Moi je suis dans un bloc pédiatrique. Lyon, à l'hôpital de Lyon, les enfants sur les petites chirurgies viennent avec leur propre pyjama. Ça évite le pyjama à usage unique. En général, c'est plus sympa, le pyjama propre. Ça leur permet de se sentir moins stressés et plus à l'aise. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. On a développé ça sur un certain nombre de chirurgies. Toutes ces réflexions-là, le soignant a besoin de s'en emparer. Ce sont nous sommes les chevilles, les chenilles ouvrières de tout ce qu'il y a à faire au sein des hôpitaux. Qui sait mieux que nous ce que nous produisons comme déchets? On peut réfléchir sur les achats, encore une fois, sur les bâtiments, mais ces sujets, quand on est soignant, ne sont presque... On peut faire pression, mais ne nous appartiennent pas. Trier, faire attention aux dasseries, choisir nos filières de retraitement et de recyclage, ça, c'est notre travail. Ça a été intégré à notre pratique. Et donc, au bloc opératoire maintenant, chaque fois que nous avons une nouvelle fournée d'internes, ils viennent d'arriver, il y a une formation qui est faite. Qu'est-ce qu'on met où, dans quoi? Nous avons mené une enquête dans les 39 hôpitaux de la paix sur toutes les pratiques qui sont faites. Certains, on a mis des espèces de scores, non pas pour désigner les moins bons et les très bons, mais surtout pour dire aux moins bons, finalement, voilà ce que vous pouvez faire, voilà comment ça se fait. On a sollicité l'hygiène pour pouvoir avoir tout un process de recyclage au niveau des métaux et pouvoir valoriser ces métaux. Comme on disait tout à l'heure, on ne jette pas les boîtes de conserve. Nous, on ne jette pas les lames de laryngoscope, on ne jette pas le ciseau chirurgical usé, on ne jette pas la pince à usage unique. Tout est recyclé. Et on a réfléchi et trouvé des filières de valorisation. Et ça, c'est des choses qui sont réplicables. Donc finalement, le travail des uns sert aux autres. Le travail de terrain des uns sert aux autres. Donc pour ceux qui sont intéressés dans les hôpitaux, moi, mon mail est très facilement trouvable
Et je vous invite à m'écrire si vous avez besoin d'aide, parce que je crois que nous avons un rôle d'étendre ces bonnes pratiques. Et quand on a débuté, j'ai débuté dans le blog par la suppression des bouteilles plastiques. J'ai trouvé un financement pour avoir des gourdes nominatives et installer une fontaine. On est rentré comme ça dans les développements durables. Puis on a fait le recyclage des métaux. Je pense qu'il y a eu bien une quinzaine de jours pour que ça se mette en route, parce qu'il fallait accepter du petit travail supplémentaire qui est qui trie, qui décontamine, qui transporte. Donc toute la filière à mettre en place. Donc ça a pris à peu près 15 jours. Quand on a mis en place dernièrement la filière plastique, on a mis 2 jours. C'est un vrai entraînement. Et les gens me demandent à peu près tout le temps, mais le verre, tu peux pas trouver un truc pour le verre, et ça, tu peux pas qu'on trouve quelque chose. Et je crois vraiment que nous avons ce rôle de pousser les soignants à trouver un sens dans ce que nous faisons, un sens supplémentaire, et le développement durable en est un. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions, donc c'était extrêmement clair. Merci beaucoup, docteur, d'avoir pu venir.